Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer Eden TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. 5 mai 2021, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la sage-femme. Eden TV a tendu son micro à une sage-femme. Vous suivrez bien sûr ses propos dans ce journal. Et célébration du bicentenaire de l'empereur Napoléon. Après 40 ans, l'empereur jouit d'une cote de popularité ascendante à Moscou. Élection régionale à Madrid ce mardi 4 mai. Le Parti populaire de la droite a remporté les élections avec 44% des suffrages exprimés. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Mettre en vedette les sages-femmes pour les rôles essentiels, le rôle essentiel plutôt qu'elles jouent en prêtant assistance aux femmes enceintes, c'est l'objectif de la célébration ce 5 mai de la Journée mondiale de la sage-femme. Le thème retenu, les chiffres parlent d'eux-mêmes, investissez dans les sages-femmes. Que retenir donc d'une sage-femme? Suivez ici Leslie Agbo Sokemaou au micro de Kano François Rungwedento. La sage-femme, c'est elle qui s'occupe de la grossesse de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et après quelques semaines de la femme et de son bébé. Elle a les connaissances scientifiques requises qui lui permettent de s'occuper de la femme enceinte et du nouveau-né. Comme les aînés le disent, il n'est pas sage-femme qui veut. C'est un don déjà parce que nous sommes les associés de Dieu. C'est pas donné à tout le monde d'être associé de Dieu. Du coup, il faut être appelé à être sage-femme. Il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Donc la difficulté des fois, c'est que des femmes qui viennent à la consultation, qui viennent en travail, qui n'ont pas les moyens, ou carrément c'est que elles sont là, mais le matériel n'est pas là. Et tu as la connaissance, mais tu es incapable de sauver des vies, tu es incapable de travailler. Et quand on parle aussi de difficultés, c'est quand tu vois la souffrance de la femme, juste à cause de cette grossesse qu'elle a contractée, c'est triste. Et en dehors de tout ça, il y a le stress lié au boulot, le stress et tout ce que tu as comme tâche. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays en voie de développement. Et la sage-femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'une sage-femme doit faire, c'est ce que beaucoup de sages-femmes doivent faire, voilà. C'est une seule sage-femme qui le fait. Du coup, ça devient très difficile. Parce qu'à elle seule, elle fera tout à la fois. Des accouchements réussis, des femmes qui te remercient, qui sont tellement heureux. Et surtout, quand il s'agit des femmes qui ont tant cherché la grossesse et finalement l'ont eu, et toi, tu les aides à avoir ce beau cadeau, ce précieux cadeau. C'est vraiment une joie. On se voit, on est fiers de ce qu'on fait, quoi. Parce que tu es la première personne qui voit le bébé et cette personne-là qui a gardé sa grossesse, c'est à toi maintenant de présenter le bébé à cette personne-là. C'est merveilleux, c'est unique, c'est trop beau. Parlons à présent des fidèles musulmans en carême qui ont entamé ce lundi 3 mai la troisième décade du mois de Ramadan. Ces 10 derniers jours de jeûne sont marqués par les prières nocturnes. Que font les fidèles en quête de la nuit de la destinée? Nous avons interrogé quelques imams sur l'explication et la valeur de cette nuit. Suivez un extrait de leurs propos au micro de Clémence Tonoukoua. La nuit de la destinée que nous appelons le Laylatul Qadr est prévue dans la dernière décade. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suit insistance des questions de ses compagnons pour connaître précisément le moment de cette nuit de destinée. Le prophète a dit qu'il ne lui est pas permis de nous dire cette nuit précisément, mais qu'il peut nous faciliter la tâche. Et en disant que taharrawha fi layali comme l'awtar. Ce qui veut dire qu'aller à la recherche de cette nuit dans les nuits impaires de la dernière décade.
les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit de la 21e, 23e, 25e, 27e et 29e. Et ça fait 5 nuits dans la dernière décade. Ce qui veut dire, ce qui est sûr est que ça va se trouver dans l'une de ces 5 nuits impaires. C'est pour nous faciliter la tâche. Donc, ce qui est mieux de faire, c'est de veiller, soit le premier niveau, c'est de veiller toutes les dernières nuits, la dernière décade. Là, vous êtes sûr que vous avez trouvé ça. Au cas où vous n'avez pas la capacité de faire la veille de toute la dernière, au moins choisissez les nuits impaires. Les nuits impaires que je viens de citer, là vous êtes sûr aussi de tomber sur cette nuit. Et le niveau le plus bas qui n'est pas du tout souhaitable, c'est de dire en sa tête ou bien d'écouter des informations qui ne sont pas vraiment basées sur une authenticité et de dire que c'est telle nuit, soit la 21e, la 23e ou bien la 27e qui est forcément la nuit de la destinée. Tandis que ça pourrait être déjà passé ou bien ça pourrait être encore en arrière. Donc il faut faire avec ce que le prophète a enseigné, c'est d'aller à la recherche de la nuit de la destinée dans les 5 nuits impaires de la dernière décade. Vous savez, la nuit de la destinée, c'est une nuit secrète. Une nuit, à dire inconnue. Une nuit qui porte, à dire une valeur de plus de 83 ans d'adoration. Une personne qui consacre toute sa vie à adorer Dieu sans se vaquer à autre chose pendant 83 ans, c'est cette valeur, c'est la valeur de cette adoration qui se trouve dans cette nuit-là. C'est pourquoi Dieu nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Dieu nous dit que la nuit de la destinée, les bienfaits qui sont dedans dépassent les bienfaits de 1000 mois d'adoration. Parce que quand on fait 1000 mois, on met ça en année, ça nous mène à 83 ans, quelques jours. En interactualité, les pêcheurs européens n'en peuvent plus des restrictions que leur impose la Grande-Bretagne depuis son départ de l'Union européenne. La France envisage à son tour des mesures de riposte contre les pêcheurs britanniques. Les détails dans ce reportage. La pêche encore et toujours sujet de discorde dans le dossier du Brexit. Alors que tout semblait entériné avec l'accord commercial de sortie définitivement validé par Bruxelles la semaine dernière, des points d'achoppement continuent d'attiser les tensions. Au cœur du conflit, les îles anglo-normandes, zone dont l'accès serait plus contraignant pour les pêcheurs français. On considère que si de nouvelles exigences pour les zonages de mer ou les engins de pêche sont intégrées dans les licences, alors même qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission européenne, elles sont nulles et non avenues. Si le Royaume-Uni veut introduire de nouvelles dispositions, il doit les notifier à la Commission européenne, qui nous les notifie, ce qui nous permet d'engager un dialogue ensuite. À ce stade, on a découvert ces nouvelles mesures techniques qui ne sont pas applicables en l'état à nos pêcheurs. Les pêcheurs comptent justement sur l'État pour envoyer une réponse ferme aux Britanniques. Il est évident qu'il va y avoir des réponses à l'agression dont nous sommes victimes par les autorités de Jersey par rapport aux autorisations de pêche. On espère que l'État prendra des mesures de représailles. Le message est apparemment passé, puisque devant l'Assemblée nationale, la ministre française de la Mer, Annick Girardin, a mis les choses au point. Vous le savez, dans l'accord, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, ces mesures de rétorsion, nous sommes prêts à les utiliser. L'Europe, la France a des moyens, c'est inscrit dans l'accord. Nous avons des moyens, et même si je regrette, si on devait y arriver, eh bien, on y sera s'il faut le faire. Pour l'heure, seule une quarantaine de navires français, équipés d'un système permettant leur localisation en mer, sont autorisés à pêcher dans les eaux du Jersey. La capitale espagnole Madrid était aux unes hier pour les élections régionales. Le Parti socialiste du Premier ministre a connu un revers permettant à la droite, parti de la présidente sortante, de doubler son score comparativement aux élections de 2019. Reportage. Madrid reste à droite. Selon des résultats quasi définitifs, le Parti populaire a remporté 44% des voix lors des élections régionales de la capitale espagnole ce mardi. Une victoire pour la présidente sortante de la région, Isabel Díaz Ayuso. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Espagne commence parce qu'aujourd'hui, depuis Madrid, depuis le kilomètre zéro, nous allons récupérer la fierté, le sentiment d'appartenance, la culture de l'effort et surtout le vivre ensemble, l'unité, la liberté dont l'Espagne a besoin. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui commence un nouveau départ.
Un nouveau départ célébré dans les rues madrilènes ce mardi soir. Ce scrutin, particulièrement suivi, a mobilisé la région malgré la pandémie, avec plus de 5 millions d'électeurs aux urnes. Forte de sa stratégie en faveur des entreprises et contre les restrictions strictes, Isabel Díaz Ayuso a su convaincre. Les gens voulaient vraiment de la stabilité et c'est une réponse à ce que nous avons vécu pendant la pandémie avec la situation de Covid. Donc je pense que ce résultat est tout à fait normal. Honnêtement, je suis assez heureuse. Cela va être très bon pour Madrid parce que tous les endroits vont être ouverts. Les entrepreneurs vont pouvoir gagner de l'argent et continuer à travailler et cela va être tellement bénéfique pour nous tous, surtout pour l'économie. Honnêtement, Isabel Díaz Ayuso a fait une grande campagne. Je pense que cela va être la meilleure chose pour Madrid. Nous allons enfin avoir ce que nous avons toujours voulu, un Madrid libre pour tout le monde, pour ceux qui pensent différemment, pour tout le monde. Finalement, nous sommes super heureux, nous avons fait la fête tout en gardant à l'esprit les mesures du Covid et nous sommes tellement heureux. Une véritable douche froide pour la gauche du chef du gouvernement Pedro Sánchez, particulièrement investi dans cette campagne. Le Parti socialiste perd ainsi 12 députés régionaux. Nous allons analyser ce qui s'est passé. Évidemment, nous ne pensons pas que les résultats soient bons, c'est évident. Et nous ne nous attendions pas à cela, c'est aussi vrai. Nous avions espéré que ce que nous proposions aurait pu marcher, et cela n'a manifestement pas été le cas. Dans 2 ans, nous nous reverrons lors des élections. Je suis sûr qu'au cours de ces 2 années, nous montrerons notre vitalité, nous montrerons nos capacités et nous analyserons ce que nous devons réorienter. Dans ce scrutin, le président du gouvernement espagnol perd un allié de taille. À l'annonce des résultats, Pablo Iglesias, chef du parti gauche radical Podemos, a annoncé son retrait de la politique. Un scrutin local qui a pourtant des airs de test national en Espagne. À 2 ans des prochaines élections législatives espagnoles, cette victoire de la droite pourrait être décisive pour l'avenir politique du pays. D'une élection à une autre, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, n'a pas pu former un gouvernement de consensus selon les tests législatifs. Une nouvelle énième élection s'impose au Premier ministre israélien. L'opposition réclame un nouveau Premier ministre. Suivez. Nouvelle crise politique en Israël. Malgré une alliance avec la droite radicale et les partis religieux sionistes, Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à réunir les 61 députés nécessaires pour former un gouvernement. Après les législatives du 23 mars, son parti, le Likoud, arrivait pourtant en tête avec 30 sièges sur les 120 que compte la Knesset, le Parlement israélien. Ce mercredi, le président Reuven Rivlin ne peut que constater l'échec du Premier ministre. Peu avant minuit, M. Netanyahou a informé la présidence qu'il était incapable de former un gouvernement et donc qu'il rendait au président le mandat. La suite des événements appartient au président de l'État hébreu. Dès ce mercredi, il doit entrer en contact avec les élus de la Knesset pour prendre une décision, laisser la mission de former un gouvernement à Benjamin Netanyahou ou désigner quelqu'un d'autre pour le faire. Et les candidats ne manquent pas, à commencer par le député centriste Yair Lapid, qui s'est dit prêt à assumer cette tâche. Le temps pour un nouveau gouvernement est venu. Il s'agit d'une opportunité historique de briser les barrières qui divisent la société israélienne, d'unir les religieux et les laïcs, la gauche, la droite et le centre. Au pouvoir depuis 12 ans, jugé pour corruption, Benjamin Netanyahou ne fait plus l'unanimité à la Knesset. Si l'opposition parvient à former un gouvernement, c'est une page de l'histoire d'Israël qui se tournera. Dans le cas contraire, les Israéliens devront retourner aux urnes pour la 5e fois en un peu plus de 2 ans. Célébration du bicentenaire de l'empereur Napoléon. Après 200 ans, l'empereur jouit d'une cote de popularité ascendante à Moscou. Un tour sur le parcours de l'homme. Au sommet de son règne au XIXe siècle, Napoléon Ier lance la campagne de Russie le 24 juin 1812. Sa volonté ? Attaquer la Russie qui ne respecte pas le blocus continental destiné à ruiner le Royaume-Uni. Le 13 septembre 1812, après plusieurs batailles, les Russes battent en retraite et laissent derrière eux un Moscou volontairement incendié. La grande armée se retrouve vite piégée par l'hiver ravageur. L'Empire français est affaibli et la guerre se termine le 14 décembre 1812. Son bilan, 200 000 morts côté français
et 300 000 morts côté russe. Napoléon Bonaparte fut néanmoins pardonné en Russie, où il n'est pas vu comme un envahisseur, mais comme un grand homme politique, voire un héros romantique. À la fin du XXe siècle, aux yeux des soviétiques, Napoléon était un révolutionnaire, précurseur du bolchevisme. En Russie, des collections lui sont désormais dédiées dans les musées, et ses batailles sont reproduites par des passionnés lors de spectacles qui attirent jusqu'à 50 000 spectateurs. Aujourd'hui encore, certains se vantent d'être un descendant de l'un des 2000 soldats de Napoléon restés en Russie après la retraite de la Grande Armée. Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.